Bonjour à tous et bienvenue sur Intro Story Live. Aujourd'hui, réponse à une question de Richard Monvoisin sur le domaine du libre et notamment sur les GAFAM. Je vais essayer d'y répondre de la façon la plus simple possible. Il y aura 3 actes à ma réponse. La première, la réponse simple, pure et nette. La deuxième, la réponse chiffrée où je vais vous parler d'audience et d'argent. C'est plutôt cool d'en parler, hein, il faut en parler aussi. Et puis la troisième où je vais vous parler de pourquoi j'utilise certaines choses et quelles sont mes pensées sur le futur. Ça va aller presque sur la science-fiction, voire l'anticipation. Voici donc la question de Richard Monvoisin. Il me dit « Salut Jonathan, super taf. Merci Richard, ça fait plaisir. Unique bémol, pourquoi fais-tu la promotion des GAFA ici ? Tu cites Google plusieurs fois, le matos Microsoft aussi. À quand l'anthropologie de la servitude volontaire aux outils non libres ? En attendant, super matériel. Je t'envoie les étudiants sur Introstory chaque fois que je peux. Merci Richard Monvoisin, ça me fait plaisir. Je lui ai renvoyé un mail où je lui ai expliqué un petit peu le truc, pourquoi est-ce que je parlais justement d'Amazon et de Google et de Facebook, etc. dans les podcasts. Et puis on va faire un podcast, pas forcément avec lui, mais avec quelqu'un du Cortex aussi, qui va venir nous parler des outils libres sur Introstory. Je pense que c'est très important. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle des GAFA ? Alors GAFA, pour ceux qui ne savent pas, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, et on ajoute généralement Microsoft. Ce sont les 5 sociétés tech les plus grosses aujourd'hui, celles qu'on utilise quasiment tous. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Sous-entendu, pourquoi on parle de ces très grosses sociétés ? Il y a beaucoup de problèmes avec sociétés, évidemment. Si vous lisez la presse, vous avez vu que Google a dû payer, ou va payer s'ils ne vont pas en appel, plus de 2,5 milliards d'euros parce qu'ils n'ont pas respecté les lois de libre concurrence, etc. Ce n'est pas des boîtes super clean. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Sur Introstory, alors qu'on pourrait parler d'outils libres qui vont probablement dans un sens qui ressemble plus à Introstory que ces grosses sociétés. Alors ma première réponse va être ultra simple, c'est parce qu'on est sincère sur Introstory. Et je vais vous dire pourquoi. J'écoute beaucoup de podcasts tech. Qui sont intéressants, beaucoup en anglais d'ailleurs, et c'est toujours la même chose. Les gars parlent pendant 3 heures des grosses sociétés que sont Amazon, Facebook, Google, Apple, etc. Des nouveautés technologiques qu'il y a, des problèmes qu'il y a avec ces technologies aussi, de ce qu'ils obligent à faire aux utilisateurs, mais ils parlent tout le temps de ces sociétés-là. Et ils utilisent eux-mêmes quasiment uniquement du matériel de ces sociétés. Et puis quand tout d'un coup il y a une nouvelle sur Linux ou sur un logiciel libre ou vraiment des choses de l'environnement libre, qu'est-ce qu'ils font ? Ah oui, mais il faut parler du libre, c'est génial, c'est incroyable, tout le monde aime le libre. Ah oui, non, on soutient, c'est génial. Et hop, ils reparlent pendant 3 heures de Google, Amazon, Facebook, etc. Et je trouve ça extrêmement malhonnête de la part de ces gens, et la plupart sont comme ça en réalité. Moi, je vous avoue, je sais ce que c'est le libre, mais j'en ai rien à carrer. Vraiment, très honnêtement, je m'en fous, mais à un niveau, vous imaginez même pas. Je sais que c'est mal, parce que je lis beaucoup de science-fiction et beaucoup de cyberpunk, donc je sais où va nous mener toutes ces histoires de grosses sociétés. Ça ne va pas du tout amener du bon pour l'humanité, au final, probablement. En attendant, je pense vraiment que j'en ai rien à cirer, et je pense que les gens en général, et notamment les auditeurs d'Introstory, n'en ont rien à cirer non plus. Et c'est pour ça je vous dis par sincérité, tout simplement parce que je pourrais faire semblant de m'intéresser au libre, de faire partager des trucs, mais en réalité non, j'en ai rien à cirer, je m'en fous du libre, et la plupart des gens s'en foutent du libre. Dans un monde où il y a quoi, je crois c'est quoi la part de Linux ? C'est 1%, un truc comme ça. Enfin, en bref, tout le monde s'en fout, hein. C'est comme quand les gens vous disent « Ah oui, je sais pas, peut-être c'est le sens de ta question aussi par rapport à la vie privée et au respect de la vie privée. » Tout le monde vous dira « Ah oui, on est super concerné par les vies privées, c'est super important. » En vrai, les gens n'ont rien à foutre. Parce que s'ils en avaient quelque chose à foutre, bah, ils utiliseraient justement pas ces GAFAM. Ils utiliseraient plein d'autres systèmes qui sont loin d'être parfaits, qui vous mettent certainement pas en dehors des écoutes de la NSA, mais qui au moins respectent la vie privée un peu plus que ces grosses boîtes. La vérité, c'est que les utilisateurs savent le problème maintenant. Je crois que depuis Snowden, on est tous conscients du problème encore plus, mais on n'en a rien à foutre. Et donc c'est pour ça que je me sens pas obligé de parler des outils libres, etc. sur Introstory. Je vous dirai après pourquoi c'est très mal de le faire. Mais
En fait, je m'en fous. Et donc, en fait, continuons à en parler de Facebook, Amazon, etc. Voilà. Donc, première raison, la sincérité, parce que je pense très sincèrement que tout le monde s'en fout, et moi-même, je m'en fous. Je sais que c'est mal, mais je m'en fous. Alors, pourquoi est-ce que la sincérité est une mauvaise excuse? Parce que généralement, c'est une très mauvaise excuse, hein. Je peux, je sais pas, tuer des petits chats avec des bases de baseball et vous dire ah oui, mais je vous le dis, hein, je suis sincère en même temps, donc vous avez rien à me dire. Non, ça change pas que ce que je fais, c'est mal, hein. La sincérité, c'est pas une bonne excuse. Mais je m'en sers quand même parce que, voilà, je m'en sers. Parlons maintenant d'un autre aspect qui est beaucoup plus important, même si la sincérité reste très importante parce que chaque personne qui vient sur Anthrostory parle des outils qu'elles utilisent et on a des membres de l'équipe d'Anthrostory qui détestent Facebook et qui donc ne parleront pas de Facebook. C'est pour ça que je vous dis qu'on est sincère, chacun parle des outils qu'il utilise. En attendant, parce qu'on est un podcast, parce qu'on essaye d'avoir des auditeurs, nécessairement, on va vous parler des plus gros réseaux qui existent parce qu'on est dépendant de ces réseaux-là pour avoir de l'audience. Je vais vous donner quelques chiffres, que ce soit du blog ou du podcast. Alors on va commencer par Google, évidemment, puisque c'est le G de GAFA. Google, c'est le premier moteur de recherche au monde, en compétition avec YouTube, qui appartient aussi à Google. C'est 70% du trafic du site internet. Les autres pourcentages étant notamment les réseaux sociaux à 20 ou 20% à peu près. Google, c'est, alors pour l'instant pas en Europe, mais aux États-Unis et au Canada, c'est l'intégration directe des podcasts dans le moteur de recherche. Ce qu'aucun autre moteur de recherche ne fait. Et ça, croyez-moi, ça va beaucoup nous intéresser. Et enfin, Google, on utilise Gdoc et Gdrive pour préparer les épisodes. C'est... Effectivement, il y a des alternatives libres qui fonctionnent probablement très bien, mais vous le savez, l'humain n'aime pas beaucoup changer. Une fois qu'on a un outil qu'on maîtrise, qui est installé sur toutes nos machines, et qu'on aime bien et qui marche, et ben on continue à l'utiliser, tout en sachant qu'il y a peut-être des problèmes à quelque part. Et c'est aussi un des problèmes dont je vais parler plus tard, qui concerne directement Anthrostory et vous, auditeurs. Tout ça pour vous dire, Google, c'est, voilà, on l'utilise pour tout sur Anthrostory, donc je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. C'est une boîte qui a beaucoup de problèmes, mais on utilise tellement leurs produits qui sont tellement bien pour ce qu'on cherche à faire, que je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. Microsoft, je me rappelle plus pourquoi j'en ai parlé dans un épisode. Il reste qu'il y a 1,5 milliard, je sais pas, de systèmes installés. Ça reste un des systèmes les plus utilisés par les gens. Personnellement, ça fait 8 mois, je crois, que mon gros ordinateur, que vous ne voyez pas ici, qui est sous Microsoft, n'a pas démarré parce que j'utilise essentiellement maintenant mon iPad Pro. Amazon. Alors là, c'est une autre question qui appartient aussi au podcast. C'est pas facile de générer de l'argent quand on fait un podcast et il n'y a pas 1000 moyens. Il y a celui de la pub qui ne marche pas du tout en français et que personnellement je déteste. Il y a le modèle de Patreon dont j'oublie de vous parler en tant qu'auditeur. Vous pouvez nous filer de l'argent, tapez Patreon sur internet, Anthrostory et vous trouvez la page que j'ai d'ailleurs pas updatée depuis très longtemps. Ça m'embête toujours de demander l'argent aux gens, mais un moyen ultra facile de gagner de l'argent, entre guillemets facile, hein, c'est que quand on vous parle de bouquins sur Anthrostory, on les met en lien sur anthrostory.com, et puis si vous allez là, que vous dites tiens, ce bouquin m'intéresse, vous cliquez dessus, vous l'achetez par Amazon, nous on a à peu près 8% de commission qui vient dans nos poches, et quand on utilise Amazon pour acheter des bouquins en format numérique, en format papier quand ils n'existent pas en numérique, ou alors pour acheter du matériel sur Anthrostory, ça nous va en réalité. Pourquoi Amazon et pas le site d'un éditeur tiers? Tout simplement parce qu'Amazon, la plupart des gens l'ont, faut savoir. Par rapport à notre auditoire, je pense que la plupart des gens l'utilisent. Et par rapport au site d'éditeur, il est beaucoup plus simple à utiliser. Généralement, les gens ont déjà leur compte sur Amazon et ils ont déjà leur paiement, un clic qui est fait. C'est pas pour rien qu'Amazon à déposer des brevets sur le paiement en un clic, c'est tout simplement pour faciliter le parcours de l'acheteur, c'est-à-dire que le but, globalement, c'est que vous achetiez avec le moins de friction possible, parce que dès qu'il y a une friction, dès qu'il y a un code à rentrer, dès qu'il faut rentrer votre code de carte de crédit, votre adresse ou un truc comme ça, généralement ce que vous faites, comme tout le monde, c'est que vous n'achetez pas et que vous allez l'acheter sur Amazon. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, c'est une question de sincérité. On sait tous qu'Amazon, c'est
le mal pour beaucoup de choses. On sait que les employés sont maltraités, mal payés, etc., etc. On sait ils vont avoir la main mise sur beaucoup de matériel, qu'on va utiliser seulement celui d'Amazon, etc. On le sait tous, mais on utilise tous Amazon. Comme j'ai dit aux questions de sincérité, je dis pas du tout que c'est bien. Par contre, je suis sincère dans ce que je fais. J'utilise Amazon, je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Et vous savez quoi? J'en parlerai pas si personne ne l'utilisait. Bref, encore une fois, pas nécessairement une bonne excuse, mais moi je trouve qu'elle marche très très bien. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Apple sur Intro Story? C'est essentiellement, moi, je crois que de l'équipe, je suis le seul à posséder du matériel Apple. Apple est très très connu en Suisse et très utilisé. C'est peut-être dû aussi à nos revenus qui sont plus élevés, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je travaille sur un iPad Pro et un MacBook Air. Quand j'ai vraiment des enregistrements à faire, c'est pour le seul truc que j'utilise. Je trouve que c'est du matériel beaucoup trop cher, mais qui tient très longtemps pour ma part, et qui est très solide, et je sais tous les problèmes qu'il y a avec Apple. Je me fais chier littéralement par rapport aux limitations qu'ils ont. En attendant, c'est un matériel que j'utilise et qui me va très très bien. Évidemment, ça pose le problème des logiciels libres. Je n'en parle pas parce que des logiciels libres sur un iPad, autant vous dire que je sais même pas s'il y en a. Je pense pas. Et je m'en fiche en fait, puisque j'utilise toujours la meilleure application possible pour ce que je fais. Qu'elle vienne d'un très petit éditeur ou d'un très gros éditeur, je m'en fiche. Qu'elle soit payante ou pas, je m'en fiche. Je veux une app qui fonctionne très bien. Mais évidemment, ça limite énormément mon choix de logiciel avec lequel travailler. Et c'est peut-être un des problèmes qu'il y a par rapport à ta question, Richard, au niveau des logiciels libres. Je ne les utilise pas parce que je travaille sur un iPad Pro. Tenez d'ailleurs, Facebook, voilà un outil que personnellement, je n'aime pas du tout. La seule chose que j'aime sur Facebook, ce sont les groupes qui me permettent de discuter avec des groupes de blogueurs voyage. C'est à peu près pour la seule chose que j'utilise Facebook. Et pour Messenger, bien sûr. C'est une société que j'aime pas beaucoup. Personnellement, je déteste Instagram, par exemple, qui appartient aussi à Facebook. Je trouve que c'est un très très mauvais réseau social, entre guillemets. Si vous vous foutez de la gueule de Facebook, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez d'Instagram. On a par exemple Maël chez nous qui déteste Facebook, qui n'a même pas de compte Facebook et qui a un blog et qui ne parle pas de Facebook et qui n'a pas de page Facebook pour son blog, ce qui est stupide au point de vue audience, etc. Pour tout vous dire, Facebook, j'ai noté 68% des visites sociales, donc des visites qui viennent de réseaux sociaux, viennent de Facebook. Twitter, c'est 20%, et le reste, c'est des obscurs réseaux sociaux, je ne sais même pas ce que c'est en fait. Pourquoi on parle de Facebook? Personnellement, j'aime pas. Par contre, il y a plus de 1,7 milliard d'utilisateurs, peut-être 2, je sais pas, j'ai entendu l'autre jour 2 milliards d'utilisateurs par mois, un truc comme ça. C'est très simple, si vous faites un blog, si vous faites un podcast, si vous faites quelque chose où vous voulez être en contact avec les gens, vous allez là où sont les gens. Et où sont les gens? Ils sont sur Google au niveau de la recherche, sur YouTube au niveau des vidéos, et sur Facebook au niveau des réseaux sociaux. Les autres sont très très bas. Donc à partir du moment où vous êtes une petite équipe, en l'occurrence c'est tout moi qui fais, il faut être honnête, je me concentre sur les gros réseaux sociaux, que je les aime ou que je les aime pas, parce que moi j'ai envie d'avoir des auditeurs. Donc voilà, c'est des trucs que j'aime pas, mais c'est là que j'ai peux avoir contact avec les gens, c'est là que je peux poster mes vidéos. Voilà, pour moi, il n'y a tout simplement pas d'autre choix. Et il y en a peut-être, tu vas peut-être me parler de, comment s'appelait Mammouth, je sais pas, l'autre, la sorte de copie de Twitter avec des instances. Je vais pas me faire chialer là, il n'y a personne. Et dites-vous bien, pour moi, le meilleur réseau social qui existe, l'endroit qui me ressemble le plus sur Internet, c'est Reddit. Je vous ferai peut-être un épisode sur Reddit une fois. Le problème, c'est que sur Reddit, il n'y a personne qui parle français. Tout le monde parle anglais. Poster un podcast en français ne va pas du tout, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc j'utilise Reddit, c'est le réseau que j'utilise tous les jours, parfois des heures par jour, et où je trouve tout ce que je veux rechercher, même au niveau de l'anthropologie, de l'histoire, de l'archéologie, des jeux vidéo accessoirement. Mais voilà, personne n'en parle en France, donc du coup j'en parle pas, ça sert à rien que j'en parle dans les podcasts. Voilà pourquoi on parle des plus grosses choses. D'ailleurs on a parlé d'Apple, j'ai oublié de souligner, iTunes, tiens j'ai pas noté
le pourcentage, mais le pourcentage d'auditeurs de podcasts qui utilisent maintenant Apple Podcast, mais qui était iTunes avant, est absolument affolant. Globalement, il y a, je crois, Android, c'est 80% de téléphones qui sont vendus avec le système Android. Ça ne transforme pas 80% d'audience. Donc vous imaginez, nous aussi en tant que podcasteurs, on parle d'outils que les gens qui nous écoutent utilisent. Et on sait très bien par rapport à nos statistiques que des gens qui ont Google, qui ont Android, n'écoutent pas ou très 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 peu de podcasts. Et c'est pour ça que vous entendrez la plupart des podcasteurs parler d'iTunes, demander de leur faire des commentaires, de leur mettre des étoiles sur iTunes. C'est parce qu'on sait que c'est là qu'on a la plus grosse masse d'utilisateurs à toucher. C'est complètement con. Je déteste iTunes, je déteste Apple Podcast. Je trouve qu'ils font que de la merde depuis le début que Steve Jobs a lancé ce truc. Ils ont lancé ce truc, ils ont rien fait ensuite parce qu'ils peuvent pas se faire de la thune dessus. C'est affolant. Mais en attendant, nous, eh ben, on a des chiffres et on travaille avec eux, tout simplement. Encore une fois, c'est pas nécessairement une bonne défense. C'est pas forcément acceptable, mais le fait est que c'est comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous parle pas d'iTunes dans la plupart des épisodes? C'est parce que je déteste purement et simplement ce programme, et aussi parce que je sais, parce que ça a été débunké, vous demandez d'aller faire des commentaires sur ce podcast, cette application de podcast absolument dégueulasse, ne m'aide à rien dans les rankings, ça a été débunké, le nombre de commentaires ne sert à rien pour le ranking, hein, si jamais il y a des podcasteurs qui me demandent. J'ai personnellement écrit un article où je dis que les podcasteurs devraient arrêter de citer iTunes et de demander aux gens d'aller sur iTunes, parce que la seule chose qu'on fait en faisant ça, c'est pousser les gens qui n'ont pas Apple ou qui n'utilisent pas iTunes ou Apple Podcast à aller sur iTunes et éventuellement devenir clients d'Apple Podcast, qui, à nous, ne nous rapporte strictement aucun argent et ne nous rapporte même pas d'auditeurs. Bref, c'est... Enfin, pour vous dire, en réalité, c'est des questions qui sont plutôt compliquées et moi, je suis plutôt contre ces trucs-là, que je déteste. Mais en même temps, je travaille avec certains parce que, voilà, il y a les raisons que je viens de vous citer. Alors maintenant, je vous ai donné un petit peu ces excuses, hein. La première est l'excuse de la sincérité. Je vous parle de choses que j'utilise, ce qui me permet aussi de vous parler, quand je parle de livres, vous aurez peut-être plus tendance à me croire si je parle de choses que j'utilise. Si je vous dis, tiens, j'utilise un iPad Pro, il n'y a personne qui m'a payé pour le dire. Et si un jour j'utilise un autre matériel, il n'y a personne qui me payera pour le dire. J'ai parlé d'un programme dernièrement, je me rappelle plus, même Ion, je sais plus quoi, que j'utilise même sur ma tablette d'ailleurs. Et je vous en parle parce que je l'utilise tout simplement. Et je trouve qu'au point de vue sincérité par rapport à vous auditeurs, c'est beaucoup plus important d'être sincère pour moi, de vous parler de ce que j'utilise, que ce soit encore une fois des trucs qui viennent de Google, Amazon, Facebook, etc., que ce soit de petits programmeurs, parce qu'au moins il y a ce côté sincérité entre nous. Si vous êtes adepte du logiciel libre, de toute façon, vous allez trouver un truc qui ressemble et qui sera beaucoup mieux et qui sera gratuit, qui sera libre, machin et tout ça pour vous, et c'est très bien pour vous. Et puis les autres qui, comme moi, s'en fichent généralement de ce genre de problème, vous aurez des programmes que j'utilise qui à moi me vont bien et qui vous iront peut-être tout aussi bien. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est mal? C'est particulièrement mal de faire ce que je fais, en l'occurrence, sur Anthrostory, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'élèves en sciences sociales, notamment. Il y a beaucoup de professeurs qui nous écoutent. Et évidemment, toutes ces grosses sociétés dont on a parlé, leur but, c'est de saisir les utilisateurs au plus proche du moment où ils vont commencer à utiliser des programmes. Tout simplement parce que si aujourd'hui vous êtes à l'université, vous commencez à utiliser Google avec, pourquoi pas, les Chromebooks par exemple, qui sont très très populaires aux États-Unis, il y a de fortes chances qu'une fois que vous avez utilisé un Chromebook, que vous avez votre compte sur Google Drive, que vous avez votre adresse en Gmail, que vous avez vos photos sur Google Photos, etc., etc., que vous allez tout simplement continuer aussi dans votre vie d'adulte, dans votre vie professionnelle, à utiliser ces outils-là, et donc à dépenser votre argent chez Google plutôt que d'aller l'utiliser ailleurs. C'est pas pour rien que Microsoft a fait, je crois que c'est Microsoft S, qui est une version de Windows 10 qui est light, entre guillemets, qui est aussi destinée aux étudiants. C'est pas pour rien que Apple essaye de vendre des iPads, tiens, aux
aux étudiants. C'est tout simplement parce qu'une fois que vous avez un iPad et que vous avez dépensé, je sais pas, une centaine d'euros dans des programmes pour faire de la vidéo, dans des programmes pour faire des choses extrêmement spécifiques, il y a des programmes qui sont incroyables sur l'iPad, incroyables aussi probablement en libre, hein, je vous crois quand vous le dites, eh bien, une fois que vous avez dépensé ça, ben, la prochaine tablette que j'utilise, j'ai pas envie de changer de programme, j'ai pas envie de les repayer chez un autre constructeur, et donc je vais me repayer un iPad. Donc évidemment, le problème quand on vous parle de ces marques-là sur Entrostory, c'est que à quelque part dans votre parcours d'achat, nous on est ceux qui ne vous proposent pas d'aller regarder ailleurs. Et c'est un problème. Alors au niveau matériel, très honnêtement, faut arrêter de déconner. Les alternatives libres, un petit peu sympas, un peu plus clean, sont très rares et ont généralement des capacités qui sont très très éloignées de choses comme l'iPad Pro qui, par exemple, les derniers qui sont sortis, restent les tablettes les plus puissantes qui existent sur le marché. Oui, je sais, c'est pas juste parce que machin et tout. Voilà, bref, je sais. Mais en attendant, la vérité, c'est que si vous voulez acheter un bon matériel, vous allez probablement l'acheter chez des grosses marques qui, du coup, vont avoir tendance à vous captiver, hein. Mais bref, au niveau software, ok, on peut sans doute être d'accord, il y a de bonnes alternatives libres qu'évidemment je ne connais pas. Mais voilà pourquoi c'est un problème d'en parler sur Entrostory, c'est parce qu'on peut, je pense pas qu'on vous influence beaucoup, mais on ne fait pas partie de ceux qui vous font réfléchir sur la possibilité d'utiliser d'autres choses qui sont plus libres, qui respectent plus votre libre privé, etc. Et effectivement, c'est embêtant. Notons par exemple que ce problème d'hégémonie va, à mon avis, plus loin, Richard, si je peux me permettre de t'appeler Richard. On parle, par exemple, je crois qu'on a déjà cité Netflix sur Entrostory. Personnellement, j'adore Netflix, je regarde beaucoup de choses sur Netflix. On a un abonnement familial où il y a ma petite sœur, où il y a mes parents qui sont aussi dessus. Je trouve ça absolument génial. Mis à part qu'on peut se demander entre nous, est-ce que d'ici quelques années, quelqu'un qui veut faire un reportage qui ne rentre pas dans l'algorithme de Netflix, parce qu'on sait très bien qu'ils utilisent les algorithmes pour faire du contenu qui vont plaire à la majorité des utilisateurs, ben, qu'est-ce qui va se passer exactement? Moi, je pense que ça peut poser de très 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 gros problèmes d'hégémonie, alors que j'aime bien Netflix. Les alternatives à Netflix ont tendance à être très faibles. Bien sûr, il y a Amazon, du coup on retombe dans les très gros, et personnellement ça me pose vraiment problème. À savoir, nous qui avons tendance à encourager peut-être les trucs un petit peu indés au niveau, j'ai plus de connexions indés au niveau du reportage, du documentaire, etc., qui est déjà un milieu extrêmement spécial et pas vraiment favorisé aujourd'hui, je pense. Des trucs comme Netflix, ça peut être potentiellement catastrophique pour cette industrie-là. Et pour l'instant, on voit pas encore vraiment Netflix comme un grand méchant parce qu'ils nous font du contenu qu'on aime bien, qui est sympa, qui a d'assez bonne qualité. Et on se dit pour 10 euros par mois, je crois, en fait, ça passe, on n'a rien à lui reprocher. Pourtant, ils arrivent à un point où ils sont grands, au point où ça commence à devenir dangereux, et dans les prochaines années, ça va devenir encore plus dangereux. Donc, tu dis, il faudrait pas forcément qu'on parle de Google, Amazon, Facebook, etc. Il y a probablement beaucoup d'autres domaines où on ne devrait pas forcément parler de ces marques-là parce que, au fond, je pense qu'elles peuvent être très très dangereuses et que l'influence qu'elles ont peut être extrêmement dangereuse pour le futur. Parlons maintenant de la troisième grosse raison pour laquelle je continue à parler de Google, Amazon, Facebook, etc. et à les utiliser personnellement, préférablement au monde du libre. Je pourrais me servir de plein d'excuses qu'on utilise généralement quand on parle du libre, des défauts du libre, etc. Mais je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais essayer de m'expliquer, c'est possible que ce soit pas super clair, mais je suis un adepte de la science-fiction. J'adore la science-fiction depuis que je suis petit. Le monde comme il est aujourd'hui m'intéresse dans mes voyages, m'intéresse dans les rapports humains que je peux avoir dans mes voyages, m'intéresse au niveau culturel que je peux avoir dans les films, dans les livres, etc. Mais je pense que je suis encore beaucoup trop dans un monde qui ressemble à celui de quand j'étais petit et qui ne ressemble pas assez à celui que j'aimerais qu'il soit. Et je ne parle pas de dans un monde où il n'y a plus de guerre, dans un monde où il n'y a plus de morts, dans un monde où il n'y a plus de malades et tout ça. Ça, depuis que je suis petit, je sais que ça va durer encore pendant très longtemps, notamment parce que l'humain est un gros connard égoïste et que tant que ça change pas, il y a beaucoup de choses au niveau social qui ne pourront jamais changer, hein. Tant qu'on continue
ben, tu seras peut-être d'accord avec moi, Richard, je sais pas, parce que c'est un peu politique, mais euh, tant qu'on n'ira pas, tant qu'on prendra pas des décisions qui sont en accord avec les faits, avec les analyses qu'on fait, avec les statistiques qu'on a, et qu'on continuera à prendre nos petites décisions à la con, parce qu'on pense que c'est juste, parce qu'on pense que c'est mieux, parce qu'on pense qu'on a des sentiments qui sont meilleurs, alors que c'est pas du tout vrai, le monde va clairement pas aller mieux, hein. Et je ne vois pas ça changer dans les prochaines années. Honnêtement, j'ai aucune confiance à l'être humain pour ça. Et pour m'expliquer plus clairement, je l'avais déjà dit, je crois, un film comme Her, par exemple, vous savez, le film avec Joaquin Phoenix, où il a une petite oreillette et globalement, il parle avec une intelligence artificielle qui est la voix de Scarlett Johansson, ce qui n'enlève rien au charme de ça. Moi, j'ai envie de ça. Et j'ai la ferme conviction, vraiment, que ça viendra de Google, d'Amazon, de Facebook. Peut-être Apple éventuellement, mais ils sont plutôt mauvais par rapport à Siri, donc je ne sais pas vraiment quoi dire. Et très honnêtement, même si on continue à essayer de me vendre l'idée que un mec tout seul dans son garage peut faire un truc comme ça, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai, vraiment. Et je pense aussi que pour avoir de telles technologies, il faut avoir de la data, il faut avoir des informations. Et si vous voulez, les algorithmes, alors je sais qu'il y a peut-être de ceux qui sont spécialisés dans les algorithmes qui vont dire, pas forcément tous, mais la plupart des algorithmes ou des intelligences artificielles, comme on les appelle, même si c'est encore très loin de ce qu'on pense, doivent avoir un grand nombre de données pour pouvoir s'améliorer en réalité. Parce que bêtement, hein, pour ceux qui comprennent pas trop, si vous voulez expliquer à un ordinateur ce que c'est un chien, il faut lui montrer 1 million de photos de chiens et 1 million de trucs qui ne sont pas des chiens. Et à force, le machin, demandez-moi pas comment ça marche, hein, mais le machin va savoir ce que c'est un chien. Et on est devant un problème, si tout le monde se dit, ben non, je ne veux pas donner mes données, je ne veux pas soutenir des grosses boîtes, entre guillemets, je ne veux pas participer à ça, moi je veux tout cloisonner, ben je pense tout simplement qu'on n'arrivera pas à avoir des intelligences artificielles comme celle de Her. Et moi, c'est un truc que je veux, vraiment. Et donc, même si je sais qu'il y a de gros dangers à faire ça, même si je suis conscient de tous les problèmes que ça implique, je continuerai à filer mes photos, entre guillemets, hein, j'ai pas envie qu'ils les mettent dans le journal non plus, mais je continuerai à mettre mes photos sur Google pour que Google puisse entraîner ses intelligences artificielles à non seulement reconnaître les chiens, ce qui m'est pas utile dans ma vie maintenant, mais pour aller encore beaucoup plus loin que ça. Et je crois vraiment, hein, alors je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus, mais je, je soutiens ça, je veux ça. Et donc du coup, c'est complètement, ça n'a pas de sens de vouloir ça tout en disant non, je vais tout garder pour moi. Alors effectivement, il y a, sans entrer dans les détails, mais par exemple, il y a Apple, ah bah, mais du coup, Apple, tout le monde n'est pas ami avec eux non plus, qui ont une vision de se dire chacun aura une IA, donc une intelligence artificielle entre guillemets personnelle, qui communiquera avec les serveurs éloignés, mais d'une manière qui anonymisera totalement les données. Et du coup, peut-être qu'Apple a en fait la meilleure approche par rapport à ça. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça viendra d'un logiciel libre. Je ne pense pas que ça viendra, même s'il y a des morceaux de logiciel libre qui seront utilisés, hein, probablement, c'est possible, ou qu'une partie du code sera, je sais pas, partagée, j'en sais rien. Je ne pense pas que ça viendra de trucs comme ça. C'est pour arriver à de tels résultats, il faut des boîtes qui sont incroyablement grandes, si vous voulez. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la conduite automatique, que ce soit au niveau, je sais pas, du voyage dans l'espace, de tous ces trucs-là, je pense vraiment que ce sont des grosses boîtes qui vont arriver à faire ces trucs-là. Et même si une petite boîte, de toute façon, arrive à faire des percées technologiques d'un côté ou de l'autre, de toute façon, elles vont se faire racheter par une de ces grosses boîtes-là. Donc au final, ça va arriver dans ces grosses boîtes. Donc, de ma part, il y a aussi, j'y pense pas tous les jours, mais un côté activiste peut-être à utiliser ces trucs-là en me disant, moi je veux ces outils dans le futur. Je les veux, vraiment.
je veux aller dans l'espace, je veux avoir une intelligence artificielle, je veux avoir, même dans mon boulot professionnel, hein, je veux... Putain, j'ai pas envie de travailler comme il y a 50 ans, j'ai envie de travailler avec des outils que je voyais quand j'étais petit dans les films, et peut-être bien que je mourrais de vieillesse avant qu'ils arrivent, mais en tout cas, personnellement, je pense que si on veut avoir ce genre de choses qui arrivent, alors on est obligé de faire des compromis en se disant, ben oui, ok, donc du coup, il y a des risques dans ma vie privée. Il y a des risques par rapport aux données que je donne. Effectivement, il y a des risques à tous les niveaux. Il y a des risques au point de vue hégémonie, tout simplement. C'est des sociétés qui deviennent telles plus grandes que des pays. C'est ultra dangereux à plein de niveaux. Mais je pense pas vraiment qu'on puisse faire de... Enfin, on peut essayer de faire en sorte que ces boîtes fassent des compromis, mais on peut nous-mêmes pas faire de compromis par rapport à ça. C'est ma conviction personnelle. Et je vais citer, histoire de finir le truc, parce que comment est-ce qu'on peut finir un truc comme ça sans parler d'Elon Musk, qui a dit dans un interview un truc super intéressant. euh, la personnalité d'Elon Musk m'intéresse énormément, et à certains niveaux, je me sens assez proche de sa façon de voir les choses. Et il dit, alors je vais le dire en anglais, juste histoire de respecter ce qu'il a dit, et je vais essayer de le traduire, pardonnez mon anglais. Il dit, alors je crois que l'intervieweur lui demande il pense être une sorte de sauveur de l'humanité parce que il va dans le solaire, il va dans la conduite automatique de voitures, il va dans la colonisation de Mars, maintenant il veut faire ses trous en dessous de Los Angeles. Enfin, en vrai, est-ce que vous êtes un sauveur ou est-ce que vous voyez comme un sauveur? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et donc Elon dit, I don't try to be anyone's savior, I just try to think about the future and not be sad. Et ça veut tellement dire beaucoup de choses sur la personnalité d'Elon, mais je pense que si... Personnellement, il y a énormément de choses dans le futur qui me rendent triste. Beaucoup de choses dont on parle sur Intro Story n'existeront plus du tout dans 10 ans. Je pense qu'on va dans des gros problèmes de société que, visiblement, ça n'intéresse personne d'en parler, à part les gens qui écrivent de la science-fiction. Et généralement, la fin de ces bouquins de science-fiction n'est pas forcément super bonne, ça vire dans le post-apocalyptique. Je pense qu'on va au-delà de gros problèmes sociaux, et peut-être que j'ai encore la chance d'être dans une strate de la population qui n'est pas totalement en dessous du seuil de la pauvreté, ce qui fait qu'on va pouvoir survivre pendant un moment. Mais enfin, bref, je vais pas... Bref. En réalité, je pense que pour moi, le futur est plutôt noir. Petit spoiler pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ça fait pas longtemps que vous m'écoutez, je fais de la dépression, donc évidemment ma vision du monde est parfois grise, parfois sombre, parfois noire, on est tous morts dans 10 minutes. Mais bon, bref, je pense, c'est vraiment quand ça va très mal, mais globalement ma vision du monde est quand même pas la plus positive qui existe. Et un des trucs que je trouve être les plus positifs, entre guillemets, c'est tout simplement l'évolution technologique. Et je pense, hein, c'est ce qui intéresse Elon. Hein. Elon s'intéresse pas à, je sais pas, à enlever la faim dans le monde, à faire tout, parce que de toute façon, il sait que c'est pas possible. Il sait que c'est pas possible techniquement. C'est juste qu'on n'a pas envie de le faire et qu'on n'a pas intérêt à le faire. Enfin, que beaucoup de gens n'ont pas intérêt à le faire. Par contre, lui, ça le botte d'aller dans l'espace. Alors, ça lui rend même si c'est pas un mec super joyeux de vivre quand on le regarde comme ça souvent, mais lui, son trip, il se dit, moi, je veux avoir des super voitures électriques qui vont très vite. Moi, je veux aller dans l'espace. Moi, je veux avoir de l'intelligence artificielle, même s'il se méfie de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et ben moi, je vous dirais un peu la même chose. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui me bottent pas du tout dans la vie autour de nous. Il y a plein de trucs super chiants. Je pense que le monde va pas super bien dans le bon chemin, même s'il y a plein de trucs qui vont beaucoup mieux qu'avant. C'est vrai, hein, j'avoue, il faut être honnête. Et donc, du coup, un des trucs qui me botte, c'est la technologie. Et c'est pour ça que j'ai tendance à y aller en all-in, vous savez, comme en poker. Je sais qu'il y a des chances que je perde tout, ok. Je sais qu'il y a des chances que ça améliore rien du tout. Il y a des chances qu'une fois, il y ait une super intelligence artificielle qui a la voix de Scarlett Johansson qui existe, mais qu'elle coûtera 10 000 euros, et donc je l'aurai jamais. Mais à quelque part, j'ai envie de soutenir ces boîtes, parce que, à quelque part, souvent, elles me vendent quand même du rêve. Et donc, du coup, j'ai envie de les soutenir. Je sais pas si c'est une bonne excuse ou pas. Tu me diras ce que t'en penses, Richard, si t'as eu la patience d'écouter jusque-là, ou vous, les derniers qui êtes en train d'écouter. Est-ce que c'est une bonne excuse ou est-ce que c'est une mauvaise excuse?
Est-ce que je passe pour un malade en disant un truc comme ça? Je sais pas, mais vous m'avez posé une question personnelle, du coup j'y réponds personnellement. Et c'est peut-être la meilleure réponse que j'ai. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire en dessous si vous êtes sur YouTube ou sur Twitter ou sur Facebook, n'importe où. Ça m'intéresse vraiment d'avoir l'avis de d'autres gens sur ce sujet. S'il y a des gens qui vont autant loin que moi dans cette réflexion, ou alors si je suis vraiment très con parce que je suis le seul dedans. Je sais pas, ça m'intéresse. Allez, à ciao, bonsoir.